Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la médiathèque d'Anizy-le-Grand pour le 4e numéro de Virgule, l'émission littéraire de la Picardie des Châteaux, en partenariat avec la Fête du Livre de Merlieu. Et nous accueillons aujourd'hui Gaël Aymon pour ce 4e numéro. Bonjour Gaël. Bonjour. Nous sommes ravis de t'accueillir à l'issue de la semaine jeunesse qui précède la Fête du Livre de Merlieu. Et on aura peut-être aussi l'occasion de recueillir tes impressions sur cette semaine qui fut dense parmi nous. Voilà. Peut-être que pour commencer, on va faire un portrait de toi. Oula. En disant que tu as eu plusieurs métiers ou plusieurs vies avant d'écrire et de publier, en tout cas. Moi, j'avais noté acteur, scénariste, réalisateur, producteur, enseignement du théâtre. Ouais. Aussi. Et plein d'autres choses que c'est pas la peine qu'il n'y a pas besoin de lister. En tout cas, une dominante artistique. Voilà. Et puis, à ce jour, tu as écrit une quarantaine de romans, d'albums, sachant que tu écris depuis 2010, en tout cas que tes textes sont publiés depuis 2010. C'est ça. Et tu as été nominé à 2 reprises pour le prix Astrid Lindgren, qui est l'équivalent du Nobel de la littérature jeunesse. Donc à 2 reprises, jamais 203. On verra. On verra pour ton œuvre. Et donc, cette double nomination au prix, qu'est-ce qu'il représente pour toi ? Est-ce que ça a une importance particulière ? Bah, ça fait plaisir, ça fait bizarre en fait. Quand on voit ça sur Internet, on se dit il y a une erreur. J'ai cherché longtemps pendant la nuit à quel moment il y avait un bug. Et puis après, bon, on s'y fait. Je ne sais pas du tout comment ça se passe, ni comment on est nommé, ni rien. Donc c'est très bien. Voilà, ça fait plaisir, en tout cas, ouais. Ça fait surtout de l'effet aux autres personnes, en fait, dans la profession. Et c'est vrai que tu as été à plusieurs reprises nominé pour des prix. C'est assez fréquent. On a plein de tes livres qui ont des nominations. Et il y a aussi des récompenses. J'ai eu le prix Graines de critique dans l'Aisne, justement, avec les collèges et les lycées de l'Aisne. Ouais. Il y a quelques années, effectivement. L'Aisne, c'est une terre qui t'intéresse particulièrement parce que tu en parles dans le 17 ans à jamais. Alors, l'Aisne, déjà, je l'ai traversé en long, en large, en travers bien avant le salon de Merlieu, déjà, parce que il y avait le prix Graines de critique, et après, j'ai été invité très régulièrement, comme c'est pas très loin de Paris. C'est vrai que c'est un territoire qui est assez accessible pour venir. Donc, c'est un des territoires que je fais le plus sur l'Hexagone. Et puis, effectivement, en plus, il y a des noms d'endroits où je ne suis jamais allé physiquement, mais que je retrouve maintenant en ayant visité des classes toute la semaine, puisqu'ils sont dans mon roman 17 ans à jamais, puisqu'il y a toute la première partie qui est dans l'Aisne occupée en 1916. Et d'ailleurs, un historien qui m'a aidé, il travaille à la mairie de Saint-Quentin, donc pour les personnes de Saint-Quentin qui sont ici, voilà. Et voilà, ouais, c'est un peu étrange parce que j'ai pas de lien particulier avec l'Aisne, mais en tout cas, c'est un endroit où je viens très souvent. Oui. Et donc, par exemple, ton roman, tu l'as écrit sans être venu ou c'est si quand même Oui, je l'ai écrit sans être venu. Ouais. C'était un peu post-Covid, mais il y avait encore quand j'ai dû aller à Saint-Quentin, il y a eu un nouveau petit confinement ou un truc comme ça. Je sais plus ce qu'il y avait, mais en tout cas, ça a compliqué. Donc c'était beaucoup de documentation écrite, des journaux de l'époque, de la France occupée, en fait, du nord de la France occupée, que les gens tenaient chez eux et qui ont été après souvent édités, auto-publiés par la famille. J'ai contacté des historiens, mais alors quand on est en littérature jeunesse, les historiens ne répondent pas en général quand on les contacte, donc j'ai eu la chance d'avoir Frédéric Pillet qui travaille à la mairie de Saint-Quentin au patrimoine. Je l'avais repéré parce c'était un quadra, il avait une chaîne YouTube, je me suis dit bon, il va être un peu ouvert, et effectivement il m'a répondu très vite et j'ai eu énormément d'informations par lui, vraiment. Sans lui, j'aurais pas pu, malgré toute la documentation que j'aurais pas pu commencer le roman. Oui, pour illustrer ce que tu viens de dire, à la fin de ton roman, il y a quelques mots de l'auteur, des remerciements, et tu dis notamment qu'un écrivain estampillé jeunesse n'ait pas été pour lui un objet de dédain est la preuve d'une rare ouverture d'esprit. Effectivement, je confirme que là, je pense que j'ai frappé à beaucoup de portes avant que on considère que c'était intéressant de renseigner un auteur jeunesse sur des thématiques aussi sérieuses. Qui ne sont pas forcément
celles qui sont traitées, qui sont quand même régulièrement traitées par les auteurs jeunesse. Oui, exactement, oui. Alors, pour terminer le portrait, on aime bien demander à notre invité quelle est sa devise. Est-ce que toi, tu as une devise? Une devise. Comme je n'ai pas réfléchi avant, je vais prendre celle du père de mon héroïne, Marthe, dans 17 ans à jamais, qui peut sembler très basique, mais qui en fait se suffit à elle-même. Je pense c'est ne pas faire aux autres ce qu'on ne veut pas qu'on vous fasse à vous-même. Voilà. Qui en fait me semble, ça semble presque puéril tellement on l'a dit aux enfants, mais en fait je pense que si on l'appliquait, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait rien en fait, donc tout irait bien. Voilà ma devise. Eh bien, on va la garder et en faire la nôtre aussi. Pour rentrer dans ton parcours, donc tu écris depuis 2010, en tout cas tes textes sont publiés. Comment tu es venu à l'écriture après d'autres vies, d'autres métiers? En fait, j'avais pas mal d'histoires en tête. Je voyais bien c'est difficile de faire des films. Quand on est dans l'audiovisuel, il faut beaucoup de budget, beaucoup de temps. Et donc, je ne pourrais pas faire un film avec chacune des histoires que j'avais dans la tête. J'étais un peu arrivé au seuil du moment où on se dit, quand on est dans un métier artistique, je vais devoir faire un vrai métier, comme on nous dit toujours, un vrai métier. Et puis, je me suis dit, certaines idées que j'ai dans la tête ressemblent à des contes. Et le déclic a été là, c'est que moi, j'étais pas spécialement un lecteur quand j'étais jeune, mais j'ai pensé que les contes étaient des livres que j'aimais bien qu'on me lise quand j'étais petit. Et que des gens devaient bien écrire ces histoires, puisqu'elles existaient. Donc je pouvais essayer peut-être d'écrire, au lieu de faire un film avec mes histoires, écrire 3 contes. J'ai écrit 3 contes un peu comme à l'improviste, j'avais pas une technique particulière. Et je les ai envoyés à 40 éditeurs jeunesse, mais sans savoir comment ça fonctionnait ni rien, et sans me dire que j'allais devenir écrivain pour la jeunesse. J'ai pensé, si j'ai fait un livre dans ma vie, ça sera marrant. Et puis voilà, après ça a été très vite et j'ai pas vu les choses se passer. J'étais auteur jeunesse presque 3 mois après directement et pour 15 ans. Et pour longtemps peut-être encore. Et comment tu n'avais jamais écrit avant? Ou il y avait des petites histoires? Quand j'étais petit, quand j'étais en CM2, 6e, j'écrivais dans des cahiers des histoires, mais en fait ça m'ennuyait souvent. Souvent je copiais les séries américaines ou les dessins animés que je voyais. J'allais pas beaucoup plus loin que ça, j'allais souvent pas au bout de l'histoire parce que ça demandait des efforts d'écrire à la main, donc j'aimais mieux faire des illustrations. Enfin, je finissais par mettre des illustrations en me disant je ferai le texte après, mais je le finissais pas. Enfin, c'était pas très sérieux quand même, quoi. En tout cas, pas abouti. Non. Pas jusque... Donc il y avait peut-être un tout petit prémisse, mais non, c'était pas tellement moi, ce truc-là. Donc c'est presque par hasard que tu es devenu écrivain? Presque par hasard, oui, il n'y a sûrement pas de hasard. Et puis bon, des fois on trouve sa place, des fois c'est la place qui nous trouve, mais moi je me sens à ma place, je me sens pas... Et je trouve qu'en jeunesse, c'est aussi ça que ça permet, c'est que il y a tous les parcours dans les auteurs jeunesse. Il n'y a pas que des gens qui ont toujours rêvé d'être écrivains, il n'y a pas que des grands lecteurs, il y a des gens qui ont été profs, il y a des gens qui n'ont rien fait avant. Enfin, donc il y a de la place pour tout le monde. Et quand on rencontre des classes, moi je rencontre une centaine de classes par an, du CE1 à la terminale, et ça devient un atout en fait de dire moi j'étais pas un lecteur, mais je suis devenu écrivain, donc tout est possible. Et puis on peut changer dans la vie, on peut revenir à la lecture ou découvrir ça à 40 ans, enfin tout est possible. Et alors, le choix d'écrire pour la jeunesse, est-ce que c'est un choix ou c'est un peu... C'est vraiment parce que c'était des contes que j'avais dans la tête et que je me suis retrouvé dedans. J'aurais pas pensé à écrire pour les adultes. En fait, honnêtement, on m'aurait parlé d'être écrivain, je me serais dit non. Il se trouve que là, il y avait ces contes qui ont été signés par Talent Haut, la maison d'édition Talent Haut, très rapidement. Après, j'ai eu d'autres idées. Je me suis dit, si j'essayais un J'aime lire, si j'essayais ci, si j'essayais ça, si j'essayais un roman ado. Et en fait... j'ai découvert ce milieu-là, quoi. Mais c'est vrai que je ne connaissais pas les stars que tout le monde connaît dans ce monde-là. Je ne connaissais pas les noms qui font se pâmer les bibliothécaires. Enfin, c'était un monde inconnu pour moi et je l'ai fait un peu en improvisant, quoi. Ouais. Et maintenant, tu les côtoies dans les salons? Je les côtoie dans les salons, oui. Alors, qui est, parmi ceux que tu côtoies, est-ce qu'il y en a un ou une dont tu admires le travail? Oh bah j'admire le travail de plein de gens. Hein. Ouh là là, c'est compliqué. Oui, parce qu'il y en a qui vont se sentir très amis en plus. Oui. La liste ne sera pas exhaustive.
Flore Vesco est une super autrice pour la jeunesse. Il y a qui d'autre? Je cherche dans les gens qui sont présents sur ce salon. Je ne trouve plus de noms là. Bon, on va rester sur Flore Vesco. Voilà, il y en a forcément plein d'autres, mais je suis assez mauvais à brûle pour point trouver des noms comme ça, moi. Non, mais comme ça, on ne fâche Si j'en trouve d'autres, je les dirai. Pour qui tu écris? Quand tu écris, alors il y a une grande diversité. Tu disais que tu rencontrais des élèves du CE1 jusqu'à la terminale, parce qu'effectivement, tes livres couvrent tous les âges, et même les jeunes adultes. Quand tu te lances dans l'écriture, est-ce que tu sais pour quel public tu écris? Oui. Ou est-ce qu'il y a des écritures de commande aussi parfois? Non, moi je fais pas de commande. Oui, je sais quand je suis en train d'écrire, 17 ans à jamais, je sais que le suivant sera pour le 9-13 ans et que ça sera avec des ombres et de l'anticipation. Je sais quel volume ça aura à peu près, quel nombre de signes, nous on compte en nombre de signes, pas en nombre de pages. Oui, je sais que le suivant, j'ai envie de faire autre chose et de me désennuyer, donc ça sera surtout très différent. Après, quand j'écris, pour qui j'écris? Pour moi, principalement, je pense, en tout cas, je ne pense pas à quelqu'un en particulier. Je ne me dis pas il faut que ça plaise à un enfant de 8 ans ou à un ado de 14 ans. Mais j'ai en tête qu'il y a des contraintes qui doivent être respectées pour ce format-là quand même. Que ça soit un niveau de langue, que ça soit la limpidité de certains sujets, ça ne va pas être la même chose. Et puis après, il y a la durée de l'histoire, oui. 17 ans à jamais doit être long, alors que La guerre des ombres doit être concis, pardon. Enfin, c'est des choses comme ça, mais je ne pense pas à quelqu'un en particulier. Il n'y a pas de lecteur idéal? Non, surtout pas. Surtout pas. Non, parce qu'il n'y a pas de... J'aime pas quand on dit les ados sont comme si, les jeunes sont comme ça. Enfin, c'est comme si tous les adultes dans cette pièce étaient pareils. C'est pas le cas, et pourtant on est quand même déjà dans des gens qui lisent ou qui côtoient la lecture. Enfin, donc on pourrait dire il y a des points communs, mais on est déjà quand même très différents. Donc dire les ados ou les enfants, c'est comme dire les adultes, quoi. Donc j'écris pas pour un public fantasmé, non. Et quand tu te relis, j'imagine que tu relis, que tu corriges, est-ce que là tu te dis ah oui, là je me suis pas trompée, c'est vraiment ce pour qui je voulais écrire? Ou parfois ça a pu changer en te disant ah bah non, ça va plutôt être pour une autre tranche que ce que j'avais imaginé. Quand c'est pour les ados, j'ai pas ce questionnement-là parce qu'en fait c'est très proche d'un public adulte, en fait. C'est juste une problématique parfois peut-être, ou le fait qu'il faut qu'il y ait un peu de lumière à la fin quand même. Il faut en général, les éditrices disent beaucoup que la littérature ado, ce qui la différencie, c'est qu'il y ait presque obligatoirement une évolution du personnage. Mais je trouve que c'est le cas dans toute histoire, sinon on s'ennuie, donc c'est pas très... pour les plus jeunes, oui, il peut y avoir, attention là quand même, je sais que Mon deuxième cerveau parlait de l'intelligence artificielle à des enfants qui n'ont pas encore de téléphone, pour la plupart. Oui, ça se réfléchit beaucoup, c'est trouver quel est le bon angle, qu'est-ce qui va les intéresser, qu'est-ce qu'ils vont comprendre. Donc il faut réajuster de temps en temps, mais ça se fait assez naturellement en fait. Ouais. Tu as des bêta-lecteurs autour de toi? Non, j'ai plus de bêta-lecteurs ni de bêta-lectrices. Non, j'avais, mais j'ai arrêté parce que j'ai plus besoin en fait, ça sert à rien. Il y a déjà les éditeurs derrière, donc ça suffit. Ouais. Et donc alors ce travail éditorial, tu disais les éditrices, il y a plus d'éditrices. En général c'est des éditrices. De toute façon, éditrices, illustratrices, autrices, dans toute la profession en jeunesse, c'est 70% de femmes. Donc, et le travail, il se fait, faut être avec quelqu'un avec qui ça se fait en confiance. Il va y avoir... nous on dit une V2, une V3, donc deuxième version, troisième version. En tout cas les éditeurs chez qui je travaille maintenant, c'est ça, on va avoir 3 versions. Donc la V1 que j'envoie d'abord, ensuite 2 autres versions, avec plus ou moins de retravail. Et les épreuves qui seront corrigées donc, par une correctrice ou un correcteur et sur lesquelles je dois revenir une dernière fois. Quand il y a des illustrations, il y a la validation des illustrations. Donc ça c'est les étapes, donc il va y avoir au moins 4 versions du roman après qu'il ait été envoyé à l'éditeur, donc après qu'on ait déjà beaucoup retravaillé. Et ça se fait en bonne intelligence, ils font bien leur boulot, si je ne suis pas d'accord, maintenant j'ai une position facile aussi, c'est que si je ne suis pas d'accord, je dis non. Et je dis non, sinon c'est plus du Gaël Aymon et les gens sont déçus, voilà. Donc c'est un peu facile, mais en attendant,
Mais il faut savoir entendre les conseils et prendre aussi ce qui est à prendre, parce qu'écrire tout seul, c'est pas possible. D'être absolument tout seul et de faire un truc génial, c'est impossible. Ah, tu viens de dire, ce serait pas du Gaël Aymon, alors c'est quoi le Gaël Aymon? Alors je ne sais pas trop ce que c'est moi-même, et j'essaye d'éviter de faire du Gaël Aymon justement, mais je sais que quand ainsi un éditeur me dit on n'est peut-être pas exactement dans du thriller, il faudrait peut-être pousser un peu plus le curseur pour qu'on soit plus précisément dans une case. Moi je sais que les libraires me disent toutes, puisqu'en jeunesse les libraires sont des femmes aussi, que justement ce qui est bien dans ce roman, et elles me le disent à chaque fois, c'est que c'est ni tout à fait du thriller, ni tout à fait de la romance, ni tout à fait du fantastique, ni tout à fait... Tu joues avec les codes. Voilà, c'est qu'il y a pas, ça rentre pas dans une case, et je comprends que ça soit un risque commercial pour une maison d'édition, parce qu'il faut positionner commercialement le produit, sinon on ne sait pas à qui on l'adresse. Mais c'est à la fois ce qui fait que les gens s'y retrouvent quand ils ont envie de lire ça, donc quelque part, ça me laisse cette liberté-là. Maintenant, j'ai ce luxe-là de pouvoir me dire non, tant pis si ça c'est pas dans une case, quoi. De toute façon, je ne saurais pas faire un pur thriller avec tous les codes, ou une romance, une dark romance, ou je ne sais pas quoi. Et est-ce qu'il y a des livres qui, justement, dans ce travail éditorial, ne vont pas jusqu'au bout, ou tout s'aboutisse? Est-ce qu'il y a des textes qui ne deviennent pas un livre? Oui. Ah non. Moi, non. Déjà, je n'écris pas très rapidement, et non, j'ai pas de texte qui reste dans un tiroir, moi. Donc, ils deviennent tous quelque chose. Et je ne travaille pas sur deux à la fois, c'est l'un après l'autre. Donc voilà. Avec une diversité. Ouais. Après, encore une fois, j'ai toujours fait ça, mais je sais que maintenant, j'ai d'autant plus le luxe de pouvoir me dire, quand je travaillais sur 17 ans à jamais, je savais que j'en avais pour... Bon, ça a mis 2 ans et demi, je ne pensais pas que ça serait si long, mais je savais que j'avais au moins 1 an et demi. Un des historiens avec qui j'ai travaillé m'a dit à un moment... mais t'as pas peur avec tout ce temps si jamais c'est pas pris? Et c'est là que je me suis dit, j'ai quand même cette chance d'effectivement pouvoir me dire que, en fait, je sais que je travaille peut-être à perte, parce que c'est très très long quand même, 2 ans et demi, mais je me pose pas une seule fois la question de ça sera pas publié. Et c'est un luxe déjà, actuellement, ça. Cet objectif et presque cette certitude. Oui, je ne doute pas. Après, ça demande à être à haut niveau aussi. Je ne donne pas n'importe quoi à l'éditeur et il le prend. Mais, il faut être à la hauteur des nominations régulières. Passer derrière 17 ans jamais, c'était pas évident. Là, actuellement, là, j'ai eu un petit coup de chaud à me dire faut être au niveau, et j'ai décidé d'oublier et de faire complètement autre chose pour surtout pas avoir cette pression-là. Ouais. Parce que tu y avais passé plus de temps peut-être que sur d'autres... Parce qu'il y a eu une grosse mise en avant par la maison d'édition, parce qu'il y a eu un très gros accueil public et professionnel, que le livre continue à vivre, et du coup, et que j'entends beaucoup, c'est le meilleur, j'ai tellement adoré tout ça, donc il y a un moment où on se dit je vais pas refaire un truc comme ça, 2 ans et demi de boulot, il y a quand même, ils vont être déçus, ça vient un petit peu dans la tête quand même. Donc souci de ne pas décevoir et d'être à la hauteur des attentes. Il faut mettre de côté et pas y penser, sinon c'est le piège. Alors tu abordes dans ton œuvre une grande variété de sujets aussi, donc il y a toutes les tranches d'âge, mais il y a aussi tous les sujets. On peut peut-être parler aussi de ma réputation, en balayant un petit peu ton parcours. C'est un roman qui a beaucoup circulé dans les collèges. Et dans l'Aisne en particulier. Il était dans le prix... il a eu le prix Graines de critique. Voilà, le prix Graines de critique. Donc qui aborde la question du harcèlement. À l'école. Est-ce qu'on peut en lire un extrait? Ah bah oui. Je te proposais... Alors, je découvre. Donc c'est l'histoire de Laura, qui est lycéenne, qui préfère les garçons aux filles dans ses relations de lycéenne. Et puis un jour, elle refuse une tentative de séduction de l'un des garçons. Et à partir de là... Je vais jusqu'où? Je pense de lui mettre une petite croix, non? On peut s'arrêter... On s'arrête à l'expérience. Ah là. Voilà. Là, ouais. Ok, bon, je découvre le passage. Tu redécouvres. C'est-à-dire que c'est un livre sur lequel j'interviens énormément en classe, donc comme je lis toujours un extrait aux élèves d'un texte qu'ils n'ont pas lu, je ne lis jamais celui-là. Je ne l'ai jamais lu à voix haute. Tu lis plutôt le début, c'est ça? Non, je lis un extrait d'un autre livre, du coup. Ah oui, et celui-là, il a toujours été lu, donc je ne lis pas d'extrait de ma réputation, je ne le transporte jamais avec moi.
Ce lundi, pas question d'arriver la première en cours. Je veux laisser une chance aux 3 filles de me faire une place à côté d'elles. Je sors d'art plastique en prenant tout mon temps. Jeff ferme la salle et disparaît dans l'escalier. Je m'assieds sur le palier. J'attends. Quand la sonnerie résonne, je me dirige sans me presser vers le hall pour récupérer mes livres. Arrivé devant mon casier, mon carton à dessin me glisse des mains. Ma respiration s'arrête. Sur la porte métallique, quelqu'un a scotché une photo imprimée sur une feuille. C'est une photo de moi que je ne connais pas, en pyjama, endormi sur un lit. Ma tête se met à tourner. J'arrache le papier et je le chiffonne en regardant autour de moi. Qui a mis ça? Qui a vu ça? Je défroisse la feuille pour mieux regarder la photo. Je reconnais le plaid en patchwork de la tante de Théo. Cette photo, il n'y a que Sofiane qui ait pu la prendre. En arrivant au lycée ce matin, j'avais découvert avec soulagement qu'il était absent. L'idée de passer le cours d'art plastique à côté de lui me donnait mal au ventre depuis la veille. Je me suis quand même demandé si son absence avait un lien avec la baston de vendredi soir. Mais cette photo, pourquoi il aurait fait ça? Le hall est désert. Est-ce qu'il se cache quelque part, à me guetter? Je sens monter la panique, alors je bloque tout. Je m'éteins, je me déconnecte comme une machine. C'est un truc que je fais dans ces cas-là, qui m'empêche de péter les plombs. Je suis plus là. Juste mon corps qui se déplace comme un robot, mes yeux qui voient sans regarder, mon cerveau en veilleuse. Même pas mal. Je déciderai quoi faire plus tard. Je rejoins la classe, je frappe à la porte, je fais semblant d'être essoufflé, pas difficile avec le stress. Toutes les têtes se tournent vers moi, à part celles de Théo et Jimmy qui disparaissent dans leur cahier. « Excusez-moi, madame. »« Assieds-toi vite, Laura. » Je m'avance entre les tables. Quelque chose a changé, je le sens. Ça ricane. Je passe à côté de Lessa en la regardant, mais on dirait qu'elle ne me voit pas. Claire et Magali non plus. Elles disposent leurs affaires avec une concentration exagérée. Je me résous à rejoindre ma place, celle que j'ai moi-même choisie. Là, je sens leur regard à tous plantés dans mon dos. D'un coup, j'ai très chaud. Je sors mon stylo, ma main tremble. Je n'arrive pas à écouter Madame Cohen. « Calme-toi, t'es juste en train de délirer. Si ça se trouve, personne n'a encore vu cette photo. Tu l'as peut-être arrachée à temps. Et puis, qu'est-ce qu'il y a de mal à dormir dans un lit ?» Je reste penché sur ma feuille en faisant semblant de prendre des notes. Pourquoi est-ce que je suis allé me mettre au premier rang? Tout le monde peut m'observer et moi je vois personne. Ils vont remarquer que je transpire. Je dois être rouge. Je sens mes aisselles ruisseler. Même mon corps me trahit. Je serre les coudes pour cacher les auréoles mouillées. Je me baisse en faisant semblant de fouiller dans mon sac et je jette un œil en arrière. Sous les tables, les téléphones s'activent. J'aperçois les sourires moqueurs. Je regarde mon portable, toujours muet, et je me sens totalement coupé du monde. C'est joyeux. Mais c'est un roman que tu as publié en 2013. Ouais. Qui était presque précurseur sur la question du harcèlement. On en parlait quand même beaucoup moins à l'époque. En l'écrivant, j'ai dû me documenter parce que j'ai senti que j'allais avoir c'est le seul roman où j'ai une thématique vraiment très évidente et je sentais qu'il y aurait cette thématique qui serait centrale. Donc je me suis dit c'est une thématique lourde, je peux pas passer, faut faire gaffe, faut pas se planter. Donc je me suis beaucoup documenté et à l'époque pour se documenter, j'ai dû aller vers des trucs américains en fait sur le bullying parce qu'il n'y avait pas de choses en France. À la sortie du roman, il y a eu un des premiers suicides médiatisés d'adolescentes et c'est vrai qu'il en a bénéficié en fait parce que c'est devenu un sujet mis en avant comme si je l'avais fait exprès en fait. Et ça n'a pas faibli depuis, malheureusement. Et malgré tous les ouvrages qui continuent d'être publiés sur cette thématique-là, il reste effectivement très très... Enfin là, il est sorti en poche il y a 2 ans, je crois, chez Gallimard, et ça continue. Enfin, c'est sans fin, ce roman. Il marche toujours. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à traiter ce sujet sensible dès 2013 ? Alors... J'essaie de faire une réponse qui ne soit pas celle que je fais aux classes en continu. En fait, je me souvenais d'une fille qui était toute seule quand j'étais en 6e et en 5e. Après, moi, j'ai changé d'établissement régulièrement. Mais je m'étais aperçu que je repensais à elle régulièrement. Que ce soit quand j'étais dans une autre ville, dans un autre collège, ou dans un lycée ensuite, ou dans ma vie de jeune adulte ou d'adulte. Et il a fallu 20 ou 30 ans pour que... en repensant à nouveau à elle, alors que j'allais écrire justement, et qu'il me fallait un personnage féminin d'adolescente, j'ai réalisé qu'elle n'était pas juste toute seule, alors que j'en étais resté à ça. Cette fille était toute seule pendant sa scolarité, c'était très dur pour elle. Et j'ai réalisé qu'il y avait eu des rires que j'avais forcément entendus, que si je les avais entendus, j'avais sans doute rien fait. Est-ce que j'avais rien fait d'ailleurs? En cherchant un peu plus, j'avais sans doute rigolé aussi de temps en temps. D'ailleurs, je me rappelle avoir emprunté son cahier pour rattraper du retard dans un devoir, alors que sinon, je ne lui adressais pas la parole.
Et donc j'ai révisé tout le scénario en me disant j'avais pas un rôle cool en fait, j'étais pas le Gaël sympa qui lui ne me fait rien, j'étais un connard comme les autres qui la laisse toute seule et donc elle était harcelée et pas toute seule. Donc c'est là que le désagrément de changer de rôle et de ne plus être un gentil a fait que je me suis dit qu'il faudrait traiter, alors de ce sujet je sais pas, je voulais pas non plus faire quelque chose de pédagogique ou didactique, mais je me disais il faudrait penser à traiter le personnage principal du harcèlement qui est le groupe, c'est-à-dire qui on a tous plus ou moins été, alors qu'on n'a pas forcément été harceleur ou harcelé, ce truc entre le méchant et le gentil qui est un peu trop simple, je me suis dit il ne faut pas oublier ceux qui permettent que ça se fasse, c'est-à-dire dans un collège ou un lycée de 500 élèves, s'il y a 2 personnes concernées, ça veut dire qu'il y en a 498 qui n'agissent pas, voire qui disent au harceleur que s'il continue, il sera populaire. Et ça paraît dingue quand même, 498 contre 1, donc je me suis dit il ne faut pas oublier ça, il ne faut pas oublier les faux amis, ceux qui vous plantent quand ça ne va pas. Donc ouais, voilà, c'était surtout ça, c'était mettre en avant ce flou qu'il y a entre la victime et le bourreau. Voilà, je suis parti de ça vraiment. Et à partir de là, les personnages sont nés. Le personnage, je me suis dit, Laura, c'est peut-être un personnage auquel moi je suis moins attaché dans ma bibliographie, curieusement, alors que c'est vraiment celle qui est la plus lue, mais parce que justement, je m'étais dit, il faut quelqu'un qui soit très très lambda, que tout le monde puisse se reconnaître dans elle. Alors elle est un petit peu rebelle, mais pas trop. Le seul truc que je voulais absolument lui donner, en particulier à cette époque-là, en littérature jeunesse, c'est qu'il fallait qu'elle soit forte. Parce que je voulais surtout pas, ayant des filles et ne voulant pas donner cet exemple-là à des filles, je voulais pas avoir un personnage qu'on regarde être démoli progressivement avec à la fois un peu de souffrance pour elle et un peu de sadisme, ce qui est tellement facile à faire, et qu'à la fin on la voit par terre, voire se jeter par la fenêtre et qu'on se dit oh, c'est trop dommage la pauvre, mais elle était quand même faible. Je me suis dit il faut que j'ai une fille qui tienne longtemps en fait, qui tienne jusqu'à un moment où nous on n'aurait pas forcément tenu et puis qui s'effondre quand même, mais qu'elle ait une certaine force. Une force intérieure. Je me suis dit que c'est important pour qu'on puisse se représenter ce que c'est en fait. Ouais. Voilà. Et tu le dédies d'ailleurs à tes filles Oui, alors là, c'est pas du tout pour la thématique. Honnêtement, j'aurais évité. C'était juste le moment. C'est juste que chaque premier ouvrage d'une catégorie, je le dédicace à mes filles. Donc le premier album, puis le premier conte, puis le premier roman ado. Voilà. J'aurais préféré que ce soit un autre en fait presque, parce que bon, ça fait c'est un peu lourd. C'est pas le plus, effectivement, c'est pas le plus léger de tes publications. Et ça t'a permis de venir dans l'aine. Alors tu parlais là justement de cette expérience d'adolescent. Qu'est-ce qui nourrit d'une manière générale ton écriture, ton expérience personnelle, tes lectures? Aucune idée. Vraiment, je sais pas. En fait, c'est ce que je dis souvent aux classes, c'est que c'est pardon pour les personnes qui m'ont accompagné dans les classes dans la salle, parce que mais c'est que quand on veut être danseur, on va faire des exercices à la barre pour répéter éternellement ces exercices pour que son corps devienne un corps de danseur, capable de faire des choses qu'un corps normal ne peut pas faire, et plus capable de faire des choses qu'un corps normal peut faire. Quand on doit avoir un cerveau créatif, il faut bosser, pareil, suffisamment, avec suffisamment de discipline pour que ce cerveau construise perpétuellement des histoires ou autre chose avec tout ce qui le traverse sans qu'il y ait besoin de le solliciter. Ce qui fait que ce cerveau, une fois dressé de cette façon-là, ne pourra pas s'en empêcher non plus. Et se reposer et dire stop, là on fait une pause et tout ça. Mais pour moi c'est un entraînement, c'est c'est du travail en fait. C'est ce que je dis beaucoup aux ados et aux enfants, c'est que ces métiers artistiques qu'on idéalise un peu, c'est et dont on voit que le résultat souvent aussi. On voit que le résultat et puis on voit que le côté en fait je kiffe ma vie, je fais mon rêve et tout ça, et ça m'énerve parce que c'est pas vrai en fait. Il faut comme pour tous les métiers, il faut travailler. Quand on dit ça, c'est pas uniquement les enfants ou les ados qui voudraient faire un métier artistique que ça soulage ou que ça responsabilise, c'est aussi tous ceux qui vont faire un autre métier et à qui pourront pas dire ah mais moi mon métier il y a des côtés pas cool, alors qu'il y en a qui s'amusent. Ben non, en fait tous les métiers ont un côté pas cool et tu gagneras pas ta vie avec un métier où tu fais que t'amuser, ça n'existe pas. Moi je m'amuse pas tout le temps et l'écriture c'est une discipline, c'est aussi quand on n'a pas envie, sinon c'est un hobby.
Ça veut dire qu'on peut faire de l'aquarelle quand on a envie, on peut faire ce qu'on veut. Si on veut faire de l'aquarelle au niveau professionnel, il faudra le faire même quand on n'a pas envie du tout et même quand ça demande de la discipline, quoi, ouais. Et cette discipline dans l'écriture, elle passe par des habitudes d'écrivain, de t'obliger à... Alors c'est vrai que tu es souvent aussi sur les routes, dans les trains, et parfois tu y passes beaucoup de temps comme pour venir à Merlieu, à cause d'un rail cassé. Mais est-ce que c'est aussi des moments d'écriture ou est-ce que tu as besoin d'un cadre particulier pour écrire ? Alors, je ne peux pas commencer un roman dans les trains, ça c'est pas possible. Je peux le continuer ou faire des corrections plus. En fait, la discipline, elle va être sur le fait de rester, effectivement, à rencontrer les classes et tout ça, ça casse la discipline. C'est ce que je dis. Moi, je dis souvent ça aux classes aussi, comme je fais aussi de la natation en club. Je leur dis, ben là, j'ai 10 jours à avoir des classes et faire du salon. Je vais pas nager, donc je vais perdre de l'entraînement. Je vais pas écrire, je vais perdre de l'entraînement. Très clairement, c'est pas très compatible. Après, c'est aussi une aération, tout en restant dans le milieu professionnel. Donc, mais effectivement, il y a un moment où il faut quand même s'isoler et être sur un rythme d'écriture. Là, bon, les choses faisant que je suis de plus en plus sollicité en rencontre, en salon, et que même en refusant, je suis un peu dépassé par les invitations, je me retrouve à pas avoir beaucoup de vacances, on va dire. Pas avoir de répit. Mais et entre deux romans, tu t'octroies un répit ou justement tu enchaînes parce que tu as déjà une idée du suivant ? Je vais enchaîner si ça vient, mais si je suis épuisé comme après 17 ans à jamais, non, je vais laisser les choses revenir. Il y a quelque chose que moi je m'impose, que tout le monde ne s'impose pas, mais il faut pouvoir aussi s'offrir ce luxe, je crois. Moi j'essaye d'avoir une parution par an, quel que soit le niveau d'âge. Ça peut être un tout petit roman comme Mon deuxième cerveau pour les plus jeunes, mais dans ce métier, c'est bien de ne pas disparaître un an quand même. Ça va avoir un impact sur les salons de l'année d'après, ça fait beaucoup de choses. Voilà. Donc j'essaie d'avoir une parution par an et c'est déjà une discipline importante. Oui, parce que là, plus de 40 livres en 15 ans. Après, ça compte des albums, des séries de mini-romans qui ne demandent pas un an d'écriture, donc même en s'y donnant vraiment et en s'y appliquant. Donc, je ne ferai pas 45, 17 ans à jamais. Donc c'est aussi ça, le chiffre paraît impressionnant, mais ce n'est pas la même chose tout à fait. Une alternance, une diversité, une richesse de tout ça. On va peut-être en venir à parler de ton œuvre Annie, parle de tes inspirations. Quand je t'ai demandé de quel livre tu avais envie de parler, déjà tu as dit je ne sais pas trop, c'est toujours un exercice difficile, donc je te remercie d'avoir joué le jeu et tu m'as cité Le Canard, La Mort et la Tulipe de Wolf Herbrook. Oui. Comment tu l'as découvert Je l'ai découvert. Alors, cet auteur, vous le connaissez peut-être plus par la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête. Et comme illustrateur, en fait. Oui, qui est devenu extrêmement un grand classique après avoir été refusé en Allemagne, d'où il vient, et publié en France. Et donc, les Allemands, finalement, s'apercevant que ça marchait bien, ils l'ont publié. Et j'ai découvert ça, je crois, l'année dernière. Et je pense que c'est sur Instagram. Je crois que c'est... il me semble qu'il est mort, et qu'il est mort récemment. C'est à sa mort que quelqu'un sur Instagram a publié une image de cet album. Et que je me suis dit, mais quelle est cette image, quel est cet album et donc je l'ai commandé et j'ai trouvé ça super. En fait, je me suis dit, actuellement, on ne pourrait plus faire ça. Parce que la mort en jeunesse, c'est vraiment le truc le plus difficile et le plus qu'on ne veut pas. Et puis, c'est sombre. J'en ai parlé à table avec les auteurs avec qui on est pour la fête du livre de Merlieu, là, et plusieurs m'ont dit « Ah oui, il est très bien, mais il est triste. » Moi, je ne le trouve pas triste, donc je ne sais pas, c'est chacun son truc. Moi, je ne le trouve pas triste. J'ai eu une de ces illustrations dans mon salon, en fait. Et je ne sais pas, je trouve que c'est quelque chose de très difficile à faire, justement, c'est de ne pas être sur de la pédagogie, de ne pas être sur quelque chose d'explicatif et de s'adresser à l'inconscient, en fait, de toucher le sensible sans qu'il y ait de recettes, en fait. Et ça ne touchera pas tout le monde, mais je trouve que c'est toucher la grâce quand, en fait, il n'y a pas à expliquer, il n'y a pas à comprendre, ça se suffit en soi. Il y a beaucoup d'implicite, en fait.
Ouais, et puis un implicite qui est quand même contrebalancé aussi par les illustrations. oui, en fait, ça s'explique pas vraiment. Voilà, je vais le montrer. Je sais pas si on voit, mais Graphisme. c'est des choses très très simples et très épurées en plus. Très épurées. Et ouais. Je sais que j'ai parlé de ce livre avec une illustratrice récemment qui m'a dit qu'elle préférait le livre de Kitty Crower qui est La Petite Mort. Voilà. Et moi, je préférais celui-là. Chacun avait son truc qui lui parlait. Moi, celui-là me touche beaucoup plus. Il est, je trouve, moins explicatif, justement. Ouais. Je trouve qu'il y a beaucoup d'implicites, mais effectivement, qui jouent sur le sensible et le délicat. Oui, et puis il ne cherche pas à être rassurant, à dire la mort, c'est pas grave, ou la mort, c'est ci, c'est ça. Qui peut dire ça, en fait? Personne ne peut dire ça. C'est mentir aux enfants de prétendre qu'un adulte est capable de savoir. On ne sait pas, ça fait peur à tout le monde, et là, en fait, je sais pas, ça prend une forme calme, en fait, donc, et puis amicale, donc je sais pas, je trouve ça assez... Et puis juste le fleuve, il y a plein de choses qui sont, oui, très, très calmes, et sans chercher à donner une réponse. Je trouve, quand c'est en jeunesse, quand même, on veut toujours que ça soit presque un outil scolaire. Didactique. C'est plus de la littérature dans ces cas-là. Et justement, réussir à faire une œuvre qui soit une œuvre d'art, c'est se dégager de ça et réussir à ce que... Il n'y a que l'art qui peut exprimer des choses sur lesquelles on n'a pas d'explication, en fait. Donc c'est ça que ce livre réussit à faire, je trouve très bien. Alors, c'est jamais facile de lire un album. Non. Mais... Qui repose beaucoup sur l'image. Oui, qui repose beaucoup sur l'image. Mais je trouve qu'on pourrait peut-être juste faire entendre quelques pages. Voilà. Est-ce que tu veux que je... Comme ça, vous verrez les illustrations. Ça va pour toi? Oui. Vas-y. Très tôt le lendemain, le canard fut le premier réveillé. « Je ne suis pas mort ?» se dit-il. Il poussa la mort légèrement et Cancana, tout content. « Je ne suis pas mort !» La mort leva la tête. « J'en suis ravi pour toi !» s'exclama-t-elle et s'étira. « Mais et si j'étais mort ?» poursuivit le canard. « Alors, je n'aurais pas pu dormir aussi tard, » dit la mort en bâillant. « C'est pas très gentil, » trouva le canard. Il décida de ne plus lui adresser la parole. Bien vite pourtant, il lui demanda « Certains canards disent qu'on vient un ange, qu'on est assis sur un nuage et qu'on peut voir la terre d'en haut. »« C'est possible, » répondit la mort. « D'ailleurs, tu as déjà des ailes. » Certains canards disent également que sous la terre, il y a l'enfer, où sont rôtis ceux qui n'auraient pas été de bons canards. C'est surprenant, tout ce que vous pouvez raconter, vous les canards, mais qui sait? Alors tu n'en sais rien non plus? Cancana le canard. La mort se contenta de le regarder. Qu'allons-nous faire aujourd'hui? Demanda-t-elle de bonne humeur. Aujourd'hui, nous n'irons pas à l'étang, répondit le canard. Faisons quelque chose de très excitant. La mort était soulagée. Et si nous grimpions sur un arbre? Demanda-t-elle d'un ton moqueur. Tout en bas, on voyait l'étang. Il était là, silencieux et si solitaire. Ce sera donc ainsi lorsque je serai mort, se dit le canard. L'étang, tout seul, sans moi. La mort pouvait parfois lire dans les pensées. Lorsque tu seras mort, l'étang aura disparu lui aussi. En tout cas, pour toi. En es-tu certaine? Interrogea le canard étonné. Oui, certaine, pour autant que l'on puisse le savoir, répondit la mort. C'est rassurant, reprit le canard. Ainsi, il ne me manquera pas quand tu seras mort, ajouta la mort. Elle parlait si facilement du sujet. Redescendons, dit le canard après un moment. Sur les arbres, il nous vient de drôles de pensées. Voilà donc il va mourir. Oui. une manière d'aborder effectivement cette question de la mort de manière très, très douce, très sensible. En fait, la mort n'en sait rien, c'est ça que je trouve bien. Elle est la seule à ne pas savoir. Elle sait pas, elle s'en fout un peu. C'est le canard qui est beaucoup plus inquiet. Oui, il est très inquiet, elle s'ennuie un peu quand même. Alors là, on est sur des questions. Là, effectivement, l'auteur est aussi l'illustrateur. Toi, tu n'illustres pas tes romans, mais il y en a certains qui sont illustrés. Comment se fait le lien auteur-illustrateur? Est-ce qu'il y en a? Il n'y en a pas vraiment. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, il y a certains auteurs vont en avoir un. Moi, je vais pas forcer non plus. Mais c'est vrai que les éditeurs et les éditrices aiment bien
Choisir, c'est un critère de vente assez important, l'illustration. Donc si ça plaît à l'auteur et à personne d'autre, c'est embêtant. Il faut que ça corresponde à l'image et à la ligne éditoriale de la maison d'édition. Moi, je trouve aussi que c'est leur métier et que moi, j'ai pas une imagination visuelle, donc j'ai pas d'image dans la tête. C'est un énorme avantage pour moi, en fait, parce que je n'ai pas une attente précise. Et je vais pas dire, c'est pas du tout comme ça que ça doit être représenté, puisqu'en fait, je ne vois pas d'image. Ce qui fait qu'à moins de détester le style, je peux facilement me dire, tiens, pourquoi pas, oui, c'est intéressant. Et comme c'est leur boulot de faire bien ce boulot, de trouver ce qui va correspondre, je suis souvent heureusement surpris, pratiquement toujours. Et il y aura un aller-retour, mais il y a des intermédiaires entre nous, en fait. Et c'est très rare que ce soit un aller-retour direct. Il y a mon éditrice à qui je fais des retours, qui les transmet à la directrice artistique, qui les transmet à l'illustratrice, et vice-versa, comme ça. On n'écoute pas toujours ce que j'ai à dire d'ailleurs non plus, enfin voilà. Mais c'est très important et c'est à la fois un cadeau. Moi, je trouve que c'est le moment récréatif un peu quand on reçoit les illustrations et que son histoire a un nouveau souffle et que quelqu'un apporte sa patte et son talent à lui ou à elle. En fait, c'est soulageant, c'est le moment où moi j'ai pas à créer en fait. Et puis ça prend une forme, c'est très agréable. Même quand il n'y a pas d'illustration à une couverture comme 17 ans à jamais, quand on voit le début du principe de création de cette couverture, c'est enthousiasmant. On voit aussi quel visage aura le livre en fait. Ouais, là pour le coup il y aura vraiment un visage en plus, mais c'est effectivement des étapes très importantes. Et moi d'ailleurs, j'avais pas choisi ce crayonné-là dans les 3 qui étaient proposés. C'était pas celui qui me plaisait le plus. Et c'est pas mon boulot de vraiment savoir repérer un crayonné. Donc moi, je me serais planté parce qu'il est beaucoup mieux, je pense, que celui que j'avais choisi. Donc voilà, ça se limite un peu à ça pour moi. Ils sont très rares, les romans qui ne sont pas illustrés. C'est plutôt les romans pour ados et les jeunes romans ados adultes. sont pas illustrés. Pas illustrés. Les romans ados sont pas illustrés. À partir de 13 ans, c'est plus illustré. Ouais. Oui, c'est vraiment ça le critère. C'est la tranche d'âge qui fait que... ouais. Et encore maintenant, il y a des choses. Oui. Ouais, mais quand même, globalement, ça va être ça. Ouais. Et alors, tu as un certain nombre de tes œuvres qui sont traduites. Ouais. Dans ces cas-là, l'illustration, c'est la même ou il y a un autre illustrateur? Non, ils vont pas tout changer. Ils changent pas tout. Il y a... parfois, ils peuvent changer un truc. Je sais que pour une version mexicaine de Une place dans la cour, ils ont changé la couleur de cheveux du méchant, du garçon qui empêche tout le monde de jouer dans la cour de récré, qui était blond. Au Mexique, il semble qu'on puisse pas être méchant et blond, donc il est devenu châtain, on ne sait pas pourquoi. Dans Mon deuxième cerveau, il a été beaucoup traduit, alors qu'il est très récent. Il a été traduit en Turquie et en Chine, où ils ont supprimé une illustration et un événement dans le livre. Il y a eu une demande de censure qu'on a acceptée, qui était qu'à la fin du petit roman, le héros doit trouver un secret gardé qu'il n'a jamais révélé à personne. Et une petite fille avec qui il était en maternelle lui rappelle qu'ils avaient joué à se marier en petite section et qu'ils s'étaient fait un bisou sur la bouche, ce qui est vraiment trop la honte. Et je confirme que dans toutes les classes que j'ai vues dans l'Aisne cette semaine, c'est vraiment trop la honte. Et en Chine et en Turquie, le petit garçon et la petite fille qui se font un bisou sur la bouche, ce dessin, ça ne passe pas, même s'ils avaient 3 ans. Et jouer à se marier non plus. Donc ils ont supprimé ce passage-là, ils l'ont remplacé par un souvenir honteux de pipi dans le pantalon. Sachant que c'est un roman qui parle de la surveillance généralisée par les téléphones portables, moi ça me semblait secondaire de garder ce souvenir de bisous sur la bouche pour qu'un roman avec un sujet tel que celui-là puisse paraître en Chine ou en Turquie, qui sont des pays qui ont une certaine maîtrise de la surveillance par les téléphones portables. Et alors comment tu arrives à ce que tes livres soient traduits Ça se passe hors de moi. Mes droits sont cédés à l'éditeur jusqu'à 70 ans après ma mort. Et l'éditeur a les droits, sauf si je les avais pas cédés, mais c'est pas le cas, de les présenter, de démarcher des éditeurs étrangers dans les foires du livre international où les éditeurs se rencontrent, etc., pour avoir des traductions. C'est leur boulot, comme l'adaptation audiovisuelle, comme tout ça. Donc une fois que toi tu l'as écrit, le livre vit sa vie. Alors tu l'accompagnes dans les rencontres, dans les salons, mais pour toutes ces questions-là... C'est le boulot de l'éditeur, sinon à quoi ça sert de lui céder des droits, hein. Donc oui, c'est son boulot. S'il le fait mal ou s'ils arrêtent de publier le roman, s'ils arrêtent de l'imprimer et qu'il n'y a plus de stock, dans ces cas-là, je peux récupérer les droits. Mais voilà, donc à eux de tenir l'exploitation du livre.
Donc voilà, il y a quand même une belle ouverture vers le monde aussi à travers tes romans, grâce à tes romans. Est-ce que tu les accompagnes à l'étranger, tes romans? Non, j'aimerais bien, mais non, c'est rare. Les illustrateurs accompagnent plus facilement à l'étranger quand même en jeunesse. C'est compliqué, il va falloir être traduit, tout ça. Moi, ça m'est pas arrivé beaucoup. J'ai été en Allemagne, mais j'ai pas vu des classes allemandes. J'ai été au Maroc, mais c'était des classes francophones. Enfin non, j'ai pas vraiment fait de visite de classe à l'étranger. La barrière de la langue. Oui, bon, ça viendra peut-être, mais c'est pas forcément essentiel. Alors, on va parler maintenant de ton dernier en date. Hein, qui est sorti en août. Qui est sorti en août, donc qui est tout fraîchement sorti de l'impression, qui s'appelle La guerre des ombres. Et tu parlais de mon deuxième cerveau qui abordait la question de la surveillance généralisée. On retrouve cette question, alors pas tout à fait pour la même tranche d'âge, dans ce dernier roman, la guerre des ombres. Et c'est pas sans écho avec notre monde actuel. On n'espère pas trop, mais oui, ça prend le chemin un petit peu. En fait, je suis parti de deux choses. Je suis parti du souvenir de Peter Pan, alors le roman, parce que le dessin animé, je ne mets pas très cher à moi, mais j'avais lu le roman et j'aimais beaucoup cette idée d'une ombre que Peter Pan perd et qu'il faut recoudre. Je trouvais ça très très joli. Je me disais, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre avec une ombre ? Et puis, je suis parti d'une expérience qui a été réalisée par une enseignante américaine dans les années 60, dont je ne retrouve plus le nom là, mais je le montre dans les classes. Et c'est une expérience vous pouvez la chercher sur Google, on peut l'appeler l'expérience yeux bleus, yeux marrons. Cette expérience cette enseignante avait voulu démontrer la manière dont on pouvait expérimenter soi-même le racisme de l'intérieur à ses élèves, ce qu'on n'autoriserait pas aujourd'hui. D'ailleurs, elle l'avait fait sans autorisation, je pense, mais c'est très polémique cette expérience, mais elle avait décrypté à ses élèves un matin que dans la classe, maintenant, les élèves qui avaient des yeux bleus étaient supérieurs à ceux qui avaient des yeux marrons, et qu'ils avaient un pouvoir des compétences cérébrales supérieures, des compétences d'apprentissage supérieures, et que donc ceux qui avaient des yeux marrons devraient maintenant, pour être bien identifiés, avoir, il me semble, un ruban marron autour du cou, un truc comme ça. Et il faudrait éviter de leur parler. Et donc les enfants à yeux marrons avaient été complètement ostracisés, eux-mêmes ne croyant plus en eux-mêmes, leurs notes dégringolaient, alors que les enfants aux yeux bleus brillaient de plus en plus. Et maltraitaient de plus en plus les enfants aux yeux marrons. Et puis au bout d'un moment, alors je ne sais plus sur combien de temps ça s'est passé, l'enseignante disait, bon, en fait, on s'est trompé, on s'est aperçu que c'est l'inverse. Et alors là, quand je l'explique dans les classes, les enfants aux yeux marrons de la classe actuelle font « ouais !» Donc on voit très bien le problème, c'est qu'on pourrait penser qu'ils ont appris la leçon, mais non. À partir du moment où c'est eux qui sont supérieurs, ils sont trop ravis de pouvoir écrabouiller les enfants aux yeux bleus. Et je m'étais dit, cette expérience-là, qu'est-ce qu'on pourrait trouver de plus absurde que la couleur des yeux ? Un truc qu'on ne maîtrise absolument pas, c'est-à-dire qu'on n'est pas responsable de la couleur de ses yeux. Et si on est classé comme ça, c'est assez inquiétant, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que je peux faire ? C'est le plus arbitraire. Et je m'étais dit, l'ombre, si on était jugé sur notre ombre, on n'a absolument rien à faire, on ne peut même pas la toucher, rien, et ça serait extrêmement effrayant. Donc comme je m'adressais aux plus jeunes, je me suis dit, tiens, on va faire des ombres qui feront vraiment peur, qui sont très bizarres. Et à partir de là, je voyais bien qu'on pouvait facilement, en poussant cette expérience un peu plus loin, dire qu'un gouvernement un tout petit peu autoritaire se dit, tiens, est-ce qu'on n'a pas trouvé un nouveau petit argument pour séparer les gens et diviser pour régner ? Créer la peur, les haines. Voilà, avec des cravates brunes. Donc juste peut-être pour situer l'histoire, donc c'est le personnage de Damien qui a 11 ans et donc qui s'apprête à découvrir lors d'une expérience, il y a un camion qui vient dans la cour du collège et tous les enfants sont soumis au test de leur ombre. Et donc Damien, lui, va découvrir son ombre. Et cette ombre, ne lui plaît pas. On va peut-être pas trop en dire, mais à partir de là, il va se découvrir aussi différent des autres. C'est-à-dire que les ombres sont confidentielles au début, donc chacun dit ce qu'il veut de son ombre. Moi, je pourrais vous dire, mon ombre, elle est géniale, et vous seriez obligé de me croire sur parole, et de trembler parce que votre ombre est vraiment nulle. Mais à partir du moment où elles vont commencer à être effectivement publiques, puisqu'il y a des lampes portatives qui vont être créées, et chacun pourra avoir sa petite lampe pour vérifier que chacun a bien dit la vérité, ça va se compliquer. Et son ombre n'est pas classifiée par le gouvernement comme une ombre très enviable,
puisque la présidente, qui s'appelle la Bienveillante, a quand même décidé qu'il y avait des familles d'ombre un petit peu moins recommandables. Ils ont vu dans ces ombres un outil idéal pour renforcer leur contrôle de la population. On est vraiment en pleine surveillance généralisée et aussi en manière d'organiser la société de manière très, très arbitraire. Oui, c'est vraiment ça que les ombres permettaient en fait, c'est de dire on va partir sur un truc totalement absurde en fait, mais qui piège complètement. Les dictatures partent pas sur quelque chose de plus crédible que ça, hein. On part sur toujours des choses qui n'ont aucun fond. C'est des peurs et des stigmatisations arbitraires en fait. Donc, et souvent en plus ça fait assez rire parce que, rétrospectivement, mais quand on voit les dictateurs, ils ne correspondent jamais aux archétypes qui promeuvent comme étant un idéal. Donc c'est très étrange, on se dit mais normalement tu ne devrais pas dire que l'idéal c'est d'être un grand blond puisque tu es un petit brun. C'est très bizarre quoi, comment ça se fait que ça marche? Mais ça marche, il suffit de dire des trucs absurdes et ça marche. Donc, je ne sais pas, le charisme, il n'y a pas d'explication. On ne regarde pas tout autour de nous actuellement. Je ne trouve pas qu'il y ait du charisme. Je ne comprends pas ce qu'il y a en fait. Il y a un truc qui ne va pas. Les gens ont besoin de néant cérébral. Je ne sais pas. Alors il y a des libraires, des critiques qui ont qualifié ce roman de dystopie à hauteur d'enfant. Ouais. C'est beaucoup revenu ça, ouais. Oui. Ouais. Est-ce que c'est ta manière à toi de le définir? Est-ce que ça me convient. Ça te semble Moi, j'aime pas définir moi-même. Comme je dis, j'ai pas besoin de faire un genre précis et ça me va si les gens. C'est le ce qu'un lecteur dit d'un roman, ça dit plus sur lui que du roman souvent. Et moi, ça me va si les gens prennent ça comme ça, du moment qu'ils l'ont compris. Moi, je suis ravi. L'accueil c'est vraiment intéressant ce roman pour moi parce que. C'est une tranche d'âge qui en général n'est pas lue par les adultes. C'est pas très. Il n'y a pas beaucoup de critiques en ligne, ni sur les réseaux, c'est pas une tranche d'âge très reconnue. À partir de 9 ans, tu l'as. Ouais. Et en fait, c'est du 9-13. Alors en dessous, c'est encore moins. Mais là, vraiment, j'ai des retours, beaucoup de retours de libraires, en fait, en particulier, et qui sont très, très enthousiastes. En fait, c'est assez surprenant, oui. On sent qu'il y a une petite crispation en ce moment sur ces sujets-là et que ça arrive à point nommé. Je n'ai pas vraiment désiré. Hein. D'ailleurs, hier, je disais à table avec les autres auteurs que j'ai commencé à écrire 17 ans à jamais en me disant je vais essayer de traverser les 2 guerres mondiales, etc. Et que le jour où j'ai écrit le prologue qui rappelle qu'il y a eu des guerres éternellement et tout ça, la Russie a envahi l'Ukraine et que le lendemain, je rencontrais des lycéens dans le Nord, qui s'inquiétaient beaucoup, les garçons s'inquiétaient beaucoup de s'il y a une guerre, est-ce que je vais devoir y aller? Et je me disais, mon Dieu, pourquoi je me lance là-dedans? Et là, après, j'écris La guerre des ombres et je vois aujourd'hui, c'est le Japon qui passe bien à droite. Enfin bon, je me dis, est-ce que je devrais pas écrire autre chose parce que j'ai l'impression d'avoir un pouvoir de prescience. Cassandre. Donc, je vais écrire un feel good. Ce dont je suis totalement incapable. Parce que là, effectivement, on est dans un questionnement très politique, très, très engagé aussi. Oui, mais alors, moi, c'est... Alors, c'est peut-être une lecture d'adulte. C'est une lecture d'adulte, c'est une aventure. C'est une aventure fantastique, en fait. C'est-à-dire que ces ombres n'existent pas, c'est incroyable. Si j'avais une ombre comme ça, qu'est-ce que ça donnerait? Et le pauvre, il n'a pas l'ombre qu'il faut, et comment il va s'en sortir? Il y a arrestation, guerre civile, machin et tout ça, mais c'est une aventure, c'est pas une leçon politique. La petite phrase que tu viens de lire, c'est vraiment, en plus, c'est le papa qui l'a dit, mais c'est pas son papa à lui, c'est le papa qui est l'inventeur de la lampe qui révèle les ombres, à qui l'invention a échappé complètement, parce qu'en plus il était complètement contre l'exploitation qu'on ait faite, donc forcément il a une explication à donner, mais c'est pas plus appuyé que ça, parce qu'en fait... Justement, moi, je tenais à ce qu'à la fin, plutôt que de dire « bon, les ombres ne voulaient pas dire ça, elles veulent dire ça », on ne sait pas si elles veulent dire quelque chose et on ne le saura jamais, et voilà. C'est peut-être notre part d'ombre, peut-être pas, on ne sait pas vraiment. Je trouve qu'il ne faut pas donner des explications aux enfants toutes faites comme ça, parce que là, on leur donne du prêt-à-penser ou un outil même qui fait le contraire de ce qu'on prétend faire. Donc il n'y a pas d'explication réelle et il faut juste apprendre à vivre avec son ombre. Et je trouve que ça reprend aussi le schéma des contes. Oui, un peu comme un conte initiatique finalement. Les contes, c'est la base de toutes les narrations, en particulier dès qu'il y a du fantastique, dès qu'on est sur de la littérature, de l'imaginaire même, un tout petit peu.
Je dis souvent aussi aux élèves, t'aimes pas forcément les contes, mais si tu lis Harry Potter, si tu regardes Star Wars, si tu regardes Pirates des Caraïbes, c'est du conte, c'est de la salade de contes en fait, c'est du conte découpé, remanié et on en fait autre chose. Donc tout vient des contes et de la mythologie. En gros, c'est le creuset dont tout ce qui est création de l'imaginaire s'inspire. On ne peut pas y échapper, c'est la base de l'imaginaire. Quand on est sur du réaliste, on peut aussi glisser du conte, mais on peut y échapper un peu plus. Mais pour moi, tout ce qui est imaginaire, on est sur le creuset du conte. Tu disais tout à l'heure d'ailleurs que c'est par là que tu étais arrivé à l'écriture. Tout à fait, ouais. Moi j'ai commencé par oui, j'ai lu et par la lecture et l'écriture. Ouais, tout à fait, les deux. Ouais. Alors, on va rebondir sur le fait de lecture. Nous sommes dans une médiathèque. On va peut-être passer avant vos questions à l'actualité des bibliothèques. Et donc, je laisse la parole à Nathalie pour nous présenter l'actualité de la bibliothèque d'Anizy-le-Grand. Alors actuellement à la médiathèque d'Anizy, des romans policiers ont un vif succès, notamment une autrice française, Petroni Rostagna, avec son dernier livre qui s'appelle Sur leurs traces. Et ce sont des romans policiers qui plaisent aussi bien aux hommes qu'aux femmes et que les lecteurs ne lâchent pas. Je voulais aussi attirer l'attention sur un autre auteur, c'est Richard Powers, parce que pour moi il allie assez magistralement l'alliance entre l'intime, la psychologie et la science, ce qui n'est pas toujours commun. Et notamment dans son dernier roman qui s'appelle Un jeu sans fin, c'est le monde de l'océanographie. Dans un autre roman, L'Arbre-Monde, on est du côté de la communication entre les arbres et donc entre les humains. Dans un roman qui s'appelle Sidération, c'est une très belle histoire, très émouvante entre le père et son enfant assez atypique. Et le père est astrobiologiste et s'intéresse aux exoplanètes. Et il y a notamment toute une partie aussi sur les neurosciences et sur l'empathie. Voilà. Alors concernant l'actualité de la médiathèque d'Anizy, cette année, c'est la musique qui est à l'honneur. Et notamment la musique dans tous ses états, c'est le thème choisi par toute l'équipe d'Anizy, donc Sandrine Terrier, responsable, Daniel Lefebvre et moi-même. Et dans ce cadre-là, on a un certain nombre d'événements qui sont proposés. Prochainement, c'est un atelier d'initiation à la guitare, le samedi 11 octobre, le matin, avec Vincent Hiblot. Par la suite, le 4 novembre, on a un atelier Prendre soin de sa voix, avec Mathilde Leriche. Donc un atelier l'après-midi, sur inscription également, et événement qui va suivre en novembre, c'est une exposition, à la fois une exposition et une manière aussi de pouvoir manipuler des instruments, parce que c'est avec la compagnie Phil et moi, on a des sculptures sonores, et c'est un projet dans le cadre de la bibliothèque départementale qui a nos soutiens, donc N public. Et dans ce cadre-là, c'est important de noter sur vos agendas que le 8 novembre, il y a un moment partagé, moment musical partagé, où les gens pourront assister à une petite démonstration de ces sculptures sonores, qui sont des objets assez étonnants, et en même temps pouvoir les manipuler en solo ou collectivement, en sachant que pendant toute la durée de l'exposition, les gens pourront aussi manipuler ces objets-là. Voilà. Et la bibliothèque est donc bien sûr ce lieu d'échange pour tous de 1 mois à 99 ans. Bienvenue. Toi maintenant, en tant qu'auteur, tu fréquentes beaucoup les bibliothèques. Est-ce que toi, tu es un lecteur de bibliothèque? Alors, par période. Oui, quand je me dis, là ça m'a vraiment coûté trop cher mes achats de livres, on va se calmer un peu, je vais aller en bibliothèque. Et pour la documentation aussi. Il y a des livres que j'ai envie d'avoir chez moi, vraiment à moi, mais pour la documentation, je vais aller en bibliothèque parce que je sais qu'une fois que j'aurai lu 250 livres sur les 2 guerres mondiales, je n'aurai absolument pas envie de les relire ni de les avoir chez moi parce que j'en aurai jusque-là de ce sujet. Donc je serais très content de ne pas avoir une pile comme ça. Donc je vais beaucoup aller en bibliothèque pour ça. Ouais. Donc pour le travail documentaire, de recherche. Ouais. Oui. Tu as un travail de recherche et documentaire pour tous tes livres? Non. Non, je l'ai fait pour 17 ans à jamais, pour ma réputation, l'apprenti conteur aussi, où il fallait un petit peu voir sur Charles Perrault, mais pas toujours, non. Quand il n'y a pas besoin, je suis content qu'il n'y ait pas besoin. Est-ce que vous avez des questions à poser ou des remarques ou par exemple les bénévoles qui ont accompagné Gaël dans les classes. Qui m'ont déjà écouté pendant 6 heures par jour. Les pauvres.
Je crois que c'était le terme bêta-lecteur. Oui. Bêta-lecteur, Qu'est-ce que c'est ? c'est la première personne qui va lire un texte pour donner un avis. C'est le pire rôle au monde. Si jamais vous êtes femme d'un écrivain ou proche d'un écrivain qui vous choisit pour être son bêta-lecteur, donc il va vous dire qu'est-ce que tu en penses, mais dis-moi vraiment franchement. Sachez que quoi que vous lui disiez, même si c'est très franc et même si c'est mis avec des pincettes et que vous mettez toutes les formes possibles, il va de toute façon être vexé et penser que vous êtes vraiment incompétente d'avoir rien compris à ce qu'il écrit. Même si lui était persuadé qu'il allait accepter votre critique. Ouais. Est-ce que c'est vous qui le choisissez ou c'est l'éditeur ? Ah oui, non, le bêta-lecteur c'est avant l'éditeur. C'est quand on n'a pas envoyé à personne et qu'on se dit, en général, ça va être le conjoint ou un ami proche de confiance. Moi, ça a été ma femme longtemps, et puis à un moment, elle en a eu marre, et moi aussi, parce que je me suis dit, mais en fait, j'ai pas besoin. Mais c'est un rôle, non, c'est plutôt pour se rassurer ou pour avoir un regard extérieur quand on n'a pas encore envoyé un éditeur. C'est pour dire, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que ça se tient ? Est-ce que je peux l'envoyer ? C'est vraiment un rôle très difficile. Il faut vraiment avoir quelqu'un en face qui a appris à serrer les dents et à écouter patiemment, et avec la potentielle réponse de oui mais non. Donc je pense que c'est vraiment dur comme rôle. C'est pour ça que tu as arrêté d'avoir des bêta-lecteurs ? Ou c'est parce que tu te dis que tu n'en as plus besoin et tu te fais confiance davantage ? Je sens... parfois ce que je vais faire, c'est que je vais faire lire, selon la tranche d'âge, à mes filles ou à une amie, les 2 premiers chapitres, en disant est-ce que ça part sur un truc bien ou vraiment ça te donne pas envie. Et après, je fais plus. Mais à personne, même même pour 17 ans à jamais, où j'ai mis 2 ans et demi, je ne vais pas faire lire une ligne avant d'avoir terminé. Alors que moi, maintenant, je suis un auteur où c'est programmé, c'est-à-dire que mon prochain est programmé pour juillet 2026. Et en fait, pendant que je l'écrivais, l'éditeur, il l'attendait, donc j'aurais pu lui envoyer un chapitre, 2 chapitres ou la moitié, mais je veux absolument pas ça. Donc du coup, non, c'est vraiment la première lecture, elle est en entier maintenant. Mais j'avais fait lire le premier chapitre à mes filles de celui-là. D'autres questions ? Remarques ? Gaëlle à Crécy-sur-Serre. Et bon, ce qui m'a interpellée, c'est une élève qui a demandé quel est votre conseil pour écrire elle voulait écrire un livre et quel était le conseil. Donc, tu lui as répondu, donc ne te décourage pas. Ouais. Et de ce fait, tu as parlé d'une élève qui avait posé la même question quelques années auparavant et qui lui a envoyé un mail en lui disant que finalement c'était le meilleur conseil qu'on lui avait donné parce que son livre venait d'être édité. C'est ça, Gaëlle, je ne me trompe pas. C'est vrai qu'en plus, toi, tu as assisté. J'ai fait que des rencontres de CE-CM cette semaine, à part ces 2 rencontres de 4e. Moi, j'aime bien les rencontres avec les ados. J'aime beaucoup les enfants, mais les ados, je trouve ça très très riche. Et il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, donc je trouve important d'y aller. Et c'est vrai que oui, elle avait cette demande. Elle écrivait, je l'ai senti très vite pendant la rencontre, qu'elle avait des demandes précises sur comment il faut faire tout ça, et je venais effectivement de recevoir ce mail d'une élève me disant qu'elle m'avait rencontré, je l'avais rencontrée en 2016 ou 2017, je ne sais plus, à Vitré, je me suis rappelé maintenant, c'est un lycée privé, j'ai oublié où c'était, et Saint-Vincent-de-Paul peut-être, et en fait elle m'a dit, vous m'avez donné le conseil de ne pas se décourager, ce qui semble vraiment être... pour moi c'est assez symbolique justement de à quoi ça sert d'aller dans les classes, c'est que ça semble pas grand-chose, ça pourrait politiquement, financièrement, sembler pas justifié et pas très productif, parce que des fois, qu'est-ce qu'on fait d'autre que dire effectivement un truc comme aussi creux que pour devenir écrivain, te décourage pas. Il a vachement aidé. Sauf que effectivement, on s'aperçoit que c'est pas quantifiable, c'est pas visible forcément ce qu'on apporte. Mais 8 ans après, j'ai une jeune adulte qui me dit ce conseil il m'a porté, maintenant je vais le publier chez Sarbacane. Sarbacane étant une maison d'édition importante en jeunesse, c'est-à-dire que cet élève va potentiellement être assise à côté de moi en dédicace prochainement. Et ça c'est assez touchant parce que c'est pas forcément que moi, ce que je lui ai dit l'ait importé, c'est qu'elle prenne la peine de me l'écrire. C'est-à-dire qu'elle s'en est rappelée et qu'elle a eu besoin de m'écrire à moi. Donc ça, j'ai trouvé ça... Oui, ça donne du sens vraiment à ces rencontres et ça, quand on pourra en douter, ça montre que ça ne sert pas à rien du tout, en fait. Ouais. Ça, c'est chouette. Ouais.
Alors là, tu viens de parler de cette rencontre qui a été marquante a posteriori. Est-ce que dans la semaine que tu as vécue, il y a un moment particulier que tu emporteras? Ouais, ça serait injuste parce qu'ils étaient tous chouettes, les classes étaient très bien. En plus, j'ai oublié le nom de la toute dernière classe que j'ai fait hier, qui était un endroit que personne ne connaissait, où il y a 300 habitants, je crois. J'ai oublié le nom. C'était des CM1, CM2, et je vais les choisir eux parce que c'est les derniers, mais parce que en fait, c'était... Il y a eu plein de classes super, hein, mais ils étaient... déchaînés, c'est-à-dire que c'était inarrêtable. C'était des CM, c'est quand même, ils sont jeunes. C'était 2 heures ininterrompues où j'ai cru que jamais ils arrêteraient de poser des questions. Moi, je tenais plus debout parce que je finissais ma semaine et c'était une grosse journée hier. Et ils étaient d'un enthousiasme. Et puis, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on fait 3 CM2 dans la journée, même quand c'est dans le même établissement, ça va rien avoir à voir à chaque fois. Alors, je sais que mon accompagnatrice, on a eu une première rencontre, je dis tu vas voir, ça va être très différent à la deuxième. On voit la deuxième, elle me dit mais c'était l'enseignante, c'est l'énergie de l'enseignante. On voit la troisième, je dis pas l'enseignante, hein. Je dis oui, je comprends pas. Et on comprend jamais en fait, mais c'est pas répétitif. Et c'est vrai que ce groupe-là, ils étaient en fait assez sidérants. Ils avaient des questions complètement perturbante en fait, où je me disais qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça, j'en sais rien. Presque philosophique des fois, c'était assez chouette. Ouais. Un peu pas déstabilisé, mais en tout cas re-questionné par... Ouais, non, il me déstabilise plus. Je pense qu'il m'en faut beaucoup maintenant parce qu'honnêtement, j'ai dû voir 20 000 élèves depuis le début. Il m'en faut beaucoup pour être déstabilisé, mais touché, oui, c'est ça qui arrive encore, d'être touché, en fait, c'est ça qui est bien. Mais comme d'avoir un ado, souvent je cite cette anecdote-là, mais qui est très typique pour un auteur de livre ado, c'est un ado dont les profs, avant, dans la salle des profs, disaient « Oh là là, non mais lui, il n'y a plus rien à faire, il faudrait presque le piquer, quoi. » Des fois, les profs, ils n'en peuvent plus, hein, on les comprend. Hein. Je pense que l'élève doit être très difficile. Mais c'est l'élève qui, à la fin de la rencontre, se lève et devant tous les autres dit moi, en tout cas, j'avais jamais lu un livre en entier, et puis là, j'ai versé ma petite larme à la fin. Et là, tout le monde est sidéré parce que machin qui dit qu'il a pleuré, quoi. Donc, c'est des trucs comme ça marque, en fait, où on se dit, c'est pas qu'il ait pleuré. Il y a une magie quelque part. C'est le fait qu'ils le disent, qu'ils s'expriment, qu'ils se lèvent devant les autres et qu'ils me le disent à moi, parce que. En fait, souvent, je ne dis pas du tout qu'ils ne sont pas respectés par les enseignants ou par les parents, mais moi j'ai un rôle extérieur, j'apporte autre chose et j'ai un rôle mis sur un piédestal, parce qu'un écrivain, qu'il lise ou pas, ça fait classe, on ne sait pas pourquoi. Et du coup, qu'ils se sentent pris au sérieux par un écrivain qui ne les connaît pas, qui n'a pas d'a priori, mais qui écrit pour eux, en fait, ça révèle en général... les élèves se montrent complètement autrement qu'ils se montrent en classe. Et du coup, ça crée quelque chose d'autre. Et ça permet aussi aux profs de raccrocher après sur quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu. Enfin, c'est vraiment intéressant au-delà de l'aspect littéraire. Moi, je trouve que ça apporte beaucoup, beaucoup de choses. C'est tout l'intérêt de la semaine jeunesse dans les classes, dans les 3 communautés de communes de la fête, associée à la fête du livre de Merlieu. Donc merci Gaël. Je vais juste dire un truc sur Merlieu, c'est que c'est très très rare actuellement qu'il y ait des rencontres sur une telle durée, avec autant d'auteurs, sur un tel territoire, et que c'est très appréciable en fait. Moi je suis assez impressionné par la ténacité et l'ampleur de travail que ça nécessite. Voilà. Je crois qu'au nom de toute l'équipe d'organisation, on va te remercier pour ces mots qui nous encouragent tous à poursuivre l'aventure. L'aventure, elle n'est pas tout à fait terminée pour cette année, puisqu'il y a la fête du livre de Merlieu, et on retrouvera l'année prochaine la semaine jeunesse. Merci Gaël de ta présence tout au long de la semaine. Merci pour ce moment d'échange. Merci à vous d'avoir été présents, à l'équipe de la médiathèque d'Anizy Le Grand de nous accueillir et à l'équipe de la Picardie des Châteaux d'avoir assuré la logistique, la technique. Merci à tous et à bientôt. Merci. Merci.